Oh, babe, maybe so. Oh, babe, maybe so, maybe so, maybe so. Bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous. Au menu, nous allons parler de viande de bœuf et en l'occurrence de la blonde d'Aquitaine, de quoi ravir une jolie blonde comme René-Anne. Alexandre Polmar, éleveur boucher à Saint-Miel, est notre invité. En deuxième partie, Alicia nous présentera Venus in the Dust, un groupe de rock messin et bien évidemment tout le programme culturel de ces prochains jours. René-Anne, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors, et comme bonsoir à chaque tous. mardi, on va parler des produits du terroir. Et ce soir, on accueille un éleveur boucher installé à Saint-Miel. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va mettre la boucherie Polmar en avant. Alors c'est une passion partagée par toute une famille depuis 6 générations. Alors aujourd'hui, le plus jeune de la famille, Alexandre Polmar, a repris le flambeau de la boucherie et nous avons la chance de l'avoir sur ce plateau justement pour parler de bœuf, en l'occurrence. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurent. Alors avant de parler un peu de tout ce que vous avez amené et de détailler tout ça, on va parler peut-être tout de suite de l'élevage. Alors l'élevage, il y a de nombreuses races qui sont utilisées donc pour la production laitière, mais aussi pour la production de la viande. Donc c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Alors je pense notamment à la race la charolaise, donc c'est une des plus connues. Mais vous, Alexandre, vous élevez une race bien particulière et une race unique, c'est la blonde d'Aquitaine. Alors pourquoi cette race et qu'est-ce qu'elle a de différent et de mieux par rapport aux autres races? Nous, on a choisi la race de la blonde d'Aquitaine. C'était pas un hasard. Il y a 15 ans de ça, on a réalisé des tests avec un troupeau d'élevage où on a sélectionné une bête de races différentes à chaque fois. Oui. Donc on a eu une Limousine, Salers, blonde d'Aquitaine, charolaise. Et ensuite, on les a élevées en même temps. C'était des bêtes du même sexe et le même âge. Ils ont eu la même alimentation pendant une durée de 2 ans à 2 ans et demi. Et on les a tués à peu près au même moment. Là, on a comparé la viande qui s'adaptait, la race qui s'adaptait le mieux à notre façon de travailler. Oui. On en est tombé sur le résultat qui est la blonde d'Aquitaine. Ensuite, il y a d'autres bonnes races à viande, mais pour nous, la blonde d'Aquitaine, c'est celle qui s'adaptait le mieux. Elle s'adapte à la région, peut-être à l'alimentation, à l'herbe. C'est une race qui Lorraine. a vraiment un grand pouvoir d'adaptation suivant les différents climats, puisqu'elle supporte très bien le froid. Moins le chaud, mais bon, en Lorraine, on n'a pas forcément des grosses chaleurs. Mais oui, c'est une race qui s'adapte très bien et à l'alimentation qu'on a mis au point, c'est un équilibre alimentaire qui est très important. Et vraiment, on a eu de très bons résultats. Alors justement, vous êtes très attentif à l'environnement et d'ailleurs, je sais de quoi je parle puisque j'ai eu l'occasion de venir sur votre exploitation. Les animaux sont bien, bien traités, ils ont un environnement super sympa, de l'herbe, des graines, enfin tout ce qu'il faut. Alors justement, l'équilibre alimentaire, images, vous en parliez, voilà, on voit justement Les images qu'a votre... tourné René-Anne, C'est vrai. à préciser. Alors voilà, la jolie La blonde copine de d'Aquitaine René-Anne. avec toutes ses copines. Ah, oui. Hein, donc ça, c'est votre... Alors ça, c'était l'élevage, c'était une partie de Voilà. l'élevage de la ferme du Camp des Oui, Romains. Et oui. voilà la boucherie donc, à Saint-Miel. Alors, on parlait justement de l'équilibre alimentaire justement de l'animal. Alors, ça a une importance capitale donc pour avoir une très bonne viande. Alors, comment vous procédez et comment vous nourrissez, vous, vos animaux? Alors oui, l'équilibre alimentaire a vraiment une importance primordiale puisque déjà, il faut faire très attention à ce qu'on donne aux animaux. Mais ensuite, il faut vraiment faire attention à cet équilibre, puisque vous pouvez donner que des bonnes choses, mais si c'est en déséquilibre, c'est comme nous, c'est comme l'être humain, on a besoin de manger un peu de tout, en petite quantité, mais un peu tout, équilibré, voilà. Cet équilibre alimentaire, c'est le même pour les bovins. Il a un impact pas sur le goût de la viande, mais sur l'acidité de la viande. L'acidité, c'est ce qui va ensuite donner le goût de la viande. Mais en priorité, c'est vraiment important, parce qu'il ne faut pas mélanger... certains éleveurs disent qu'ils donnent par exemple certaines céréales qui vont donner du goût à leur viande, mais c'est faux. Ça joue sur l'équilibre alimentaire et ça joue sur l'acidité de la viande. Nous, on donne par exemple du tourteau de colza pressé à froid qui apporte des oméga 3 à la viande. On donne aussi par exemple du triticale. Le triticale, c'est une céréale, c'est comme un blé qui demande moins de pesticides pour le faire élever.
Toutes ces choses-là sont importantes. Alors Alexandre, une particularité, vous avez combien de bêtes? On a environ 100-120 bovins suivant les périodes de l'année, puisque nous tuons à peu près une bête par semaine et c'est un roulement en fait. Et donc la particularité, vous élevez, mais vous êtes aussi boucher. Boucher. Donc vous vivez en gros en autarcie, quoi. Oui, c'est ça, parce que nous sommes agriculteurs, éleveurs et bouchers. Avant tout bouchers, puisque mon père était boucher et on s'est mis, il y a de ça 15-20 ans, à produire notre propre élevage pour avoir une régularité constante, parce que la qualité, il faut qu'elle se ressemble au fil des semaines. Sûr. Alors, à quel moment, Alexandre, vous décidez d'emmener cette pauvre blonde d'Aquitaine à l'abattoir? Dites-moi, à quel moment vous Quels sont les décidez? critères? Voilà. Les critères, c'est déjà, il faut savoir que les bêtes arrivent sur notre élevage à l'âge d'environ entre 5 et 8 mois. Ensuite, les bovins sont élevés pendant une période de 2 ans à 2 ans et demi. Et c'est au bout de cette période-là où on regarde la conformation du bovin. C'est par exemple, on peut le voir avec la concavité des cuisses, l'état d'engraissement, la largeur de dos, l'explosion des épaules. Tout ça, c'est vraiment important. Et en fonction de ça, on choisit le bovin qui sera destiné à la vente pour la boucherie. Il n'y a pas une petite larme au moment où elle part? Non, puisqu'elles sont On élevées. s'attache aux bêtes? Oui, on s'y attache, mais elles sont élevées pour ça, c'est dans le respect de l'animal et c'est la suite logique des choses. Alors Renéane, on va parler de la maturation. Voilà, tout à fait, la maturation de la viande. Donc ça, vous mettez ça vraiment en avant. Alors, de quoi il s'agit exactement, la maturation de la viande? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? La maturation, c'est avant tout une dégradation des protéines, des glucides et des lipides. Cette dégradation-là, elle a un rôle important, c'est qu'elle permet d'acidifier la viande, donc de donner du goût et d'attendrir la viande. Oui. L'attendrissement s'effectue généralement dans les 2 premières semaines de la maturation. Ensuite, l'acidification, c'est ce qui va donner du goût et ça permet de donner le goût à la viande. Donc une viande pas maturée peut être des fois dure ou des fois fade. La maturation, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre métier. Donc concrètement, Alexandre, une viande qu'on achète en boucherie, cette viande la bête a déjà été abattue depuis quelques jours. C'est pas quelque chose de tout frais, quoi. Non, on mature on a la l'impression viande. qu'on achète de la viande toute fraîche, mais elle est déjà... Oui, c'est vraiment pas le cas. La Parce bête que est déjà morte depuis 4 semaines, voilà. 4 semaines. 4 semaines. Des fois, nous allons même sur certains morceaux jusqu'à 5 semaines, mais ensuite, on s'est rendu compte que les enzymes ne font plus forcément effet, ce qui n'attendrait pas plus la viande si on allait plus loin. On peut aller plus loin jusqu'à 8 semaines, mais ça n'a pas forcément un impact réel sur la qualité de la viande. Alors Alexandre, on va peut-être regarder un petit peu ce que vous avez amené. Alors là, dites-nous un petit peu ce que c'est tout ça. Alors ici, vous avez un bœuf mode, pas très gélatineux. Celui-ci, donc voilà. Ouais. Généralement, on marie différents morceaux, comme ce bœuf mode, un peu de plat de côte qu'on a ici. Et ça, alors la différence entre ça, là, c'est des... Alors ça, ce sont des bavettes. Des bavettes, ouais. voilà. Alors parfois, quand on mange du steak ou de la bavette, quelquefois c'est dur et quelquefois les steaks sont très très tendres. Alors justement, est-ce que la tendreté de la viande dépend directement de l'espèce animale? Non, l'espèce animale... Ça ne dépend pas du tout de ça. Pas forcément. Disons que d'abord, il faut savoir si l'âge du bovin peut jouer, le sexe, la race, donc la race animale. Oui. Ensuite, vous avez aussi le morceau. Par exemple, si vous mettez un steak dans l'aiguillette de baronne et que vous avez un steak dans le filet, c'est pas forcément la même tendreté. Aussi, il y a la maturation qui joue, puisque la maturation a vraiment un impact sur l'attendrissement de la viande. Oui, c'est vrai. Une chose importante aussi, c'est la couleur. Quand on achète sa viande, on a l'impression qu'une viande bien rouge, c'est une bonne viande. C'est vrai? C'est en partie vrai. Une viande bien rouge, généralement, est plus riche en goût, puisque le fer a un impact sur la qualité olfactive de la viande et gustative de la viande. Une viande rouge, c'est une viande qui est riche en fer. Donc, pour être riche en fer, il faut qu'il y ait un apport d'aliments équilibré. Il faut que le bovin soit aussi en activité, puisque quand le bovin bouge, il y a une fixation du fer qui se passe. Les viandes qui sont moins rouges, ça peut dépendre aussi de la race et de l'âge aussi, et du sexe. La conservation. Oui, justement. Alors, on va aborder justement la conservation. Alors, en général, la viande, on peut la mettre au réfrigérateur ou alors la congeler. Mais vous avez une autre approche par rapport à la congélation, c'est-à-dire que vous avez une méthode bien particulière, bien à vous. Et donc, il s'agit de la haute surgélation sous vide. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la haute surgélation sous vide? Très scientifique. C'est très scientifique. La haute surgélation sous vide, à ne pas confondre avec la congélation, c'est une surgélation qui s'effectue très rapidement. Oui. Pour dire pour
dire qu'on a le droit, qu'on surgèle un produit, il faut qu'il y ait une vitesse devant. C'est-à-dire qu'on place notre morceau donc, qui est mis sous vide pour qu'il n'y ait plus d'oxydation des graisses, donc il n'y a plus de dégradation. Ensuite, on la place dans une cellule de congélation, de surgélation, où là, on a des groupes qui envoient du vent. Et ce qui a un impact en fait sur le produit. Plus on surgèle vite la viande, plus le cristaux de glace qui se forme au sein de la viande est petit. Donc vous n'avez plus de dénaturation de la tendreté, plus de perte d'exudat, donc la viande est pas moins sèche. C'est vraiment très important. Et dire, par exemple, qu'une viande surgelée est moins bonne qu'une viande fraîche, c'est totalement faux. Puisque si la surgélation s'est vraiment bien effectuée, on ne fait plus la différence entre une viande surgelée et une viande fraîche. Alexandre et René-Anne, on continue de parler viande bovine dans quelques instants. Petites vacances et week-ends au cœur de la forêt. Center Parks, rapprochons-nous. Mon cher Alexandre, la viande de bœuf suscite beaucoup de questions de la part de téléspectateurs et la blonde de Lorraine chasse la blonde d'Aquitaine et vous pose la première question. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment. C'est un compliment. On découvre la première question. Alors, Alexandre, à quel moment de la cuisson faut-il saler la viande? C'est une question de Sylvie de Moyeuvre-Grande. Alors, il y a plein de théories. Disons qu'il La vôtre. Oui, il y a vraiment beaucoup de théories sur ce concept-là. Moi, ce que je conseille, c'est surtout de saler la viande après. Puisque lors de la cuisson, si vous salez un steak, le sel a un pouvoir d'absorption. C'est-à-dire qu'il va absorber le jus de la viande, l'exudat. Donc ça risque d'assécher un petit peu le steak. Si vous vouliez, par exemple, saler une viande pour faire un sorte de bœuf bourguignon ou un plat comme celui-là, il vaudrait mieux saler la viande 48 heures parce que le sel a deux pouvoirs. Il a surtout le pouvoir d'absorption, mais il a aussi un pouvoir de pénétration, c'est-à-dire qu'il pénètre au cœur de la viande et à ce moment-là, il permet de retenir justement l'exudat, le jus, et il permet de conserver la viande vraiment tendre et juteuse. Et poivré, alors, comment ça se passe? Alors le poivre, c'est un... Le poivre, c'est un épice qui se mange cru. Donc normalement, on doit poivrer après cuisson. Jamais pendant la cuisson. Non, donc ça, c'est bien à savoir. Oui. Surtout pour le bœuf, puisque le poivre dégage une odeur qui n'est pas forcément agréable avec le bœuf. Ok. Alicia, tu vas nous poser la deuxième question. Moi, je suis la vache brune. Dans la joie et la bonne humeur. Quelle pièce de bœuf est la plus appropriée pour faire un tartare? Guy de Folquemont. Dans ce cas-là, je conseille, il n'y a pas deux morceaux vraiment appropriés, mais c'est vraiment du morceau à steak haché, puisque une fois haché, le tartare n'a plus la tendreté de base, donc un morceau de poitrine, un morceau de collier ira très bien. Le fait de hacher, ça ramollit justement, c'est plus onctueux. Oui, puisqu'on détruit toutes les chaînes de protéines, donc on attendrit vraiment la viande. Après, si on voulait faire un tartare coupé au couteau, là je conseille plus dans un morceau un peu plus tendre, comme le gîte à la noix ou des choses comme ça, mais pas besoin de prendre un morceau comme le rump steak, où c'est vraiment pas utile. Alexandre, je vous laisse l'honneur de vous poser vous-même la dernière question que vous allez découvrir sur l'écran et que vous allez lire. Comment garder la saveur d'un rôti décongelé? Alors souvent, effectivement, on achète un rôti frais, on le fait cuire, il est très très bon, on le fait congeler, on le décongèle et là... c'est pas tout à fait pareil. Là, dans ce cas-là, le principe, c'est pas de comment garder l'odeur, mais de comment on congèle. Puisqu'il faut savoir que la congélation, pour qu'il n'y ait pas d'effet sur une viande fraîche et une viande surgelée, il faut qu'elle soit mise sous vide et congelée très rapidement. Dans ce cas-là, vous garderez toutes les valeurs, tout l'odeur, tout le goût de la viande. Pour la décongélation, ce que je conseille, c'est surtout de me placer, par exemple, si vous savez que vous allez manger un roast beef le samedi, c'est de la laisser décongeler tout doucement au frigo, lentement. Si elle est sous vide, vous pouvez par exemple aller plus rapidement en faisant décongeler la viande dans un bac d'eau froide, en la plaçant au frigo. La décongélation est plus rapide quand c'est sous vide. Oui, puisqu'on peut la placer dans un bac d'eau froide et la décongélation est vraiment plus rapide et 20 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air, puisque l'eau a un effet de masse sur le steak. Très bien. Alors Alexandre, on va peut-être juste rajouter une chose importante. On a dit tout à l'heure que vous éleviez vos animaux, vous étiez donc boucher, mais vous avez comme projet d'installer un abattoir sur votre élevage. Oui, parce qu'on veut ce qui serait une première en France. Une première en France. On veut vraiment supprimer tout transport
transport des bovins. Quand on manipule un bovin, il y a une hormone qui arrive dans le muscle qui s'appelle la cytokine et qui empêche la bonne maturation de la viande. Donc vous avez une viande des fois qui est plus dure, moins tendre, et ça a un effet aussi sur le goût de la viande avec la maturation. Donc en créant notre C'est vraiment frappant ça. Ah oui, c'est Marquant. vraiment frappant, hein. La cytokine, c'est vraiment une hormone qui a un grand impact sur la viande. Donc c'est pour ça que construire notre propre abattoir, on limiterait tout transport, tout stress du bovin, ça s'effectuerait très rapidement dans le respect de l'animal, et vraiment ça aurait une différence très très importante pour la viande. Ah oui. Une chose à ajouter, René? Oui, alors je voulais juste savoir, est-ce que la cuisson, rapidement. très rapidement, alors est-ce que la cuisson justement a un effet sur la qualité de la viande, très rapidement? Oui, bien entendu, parce qu'un morceau de viande, il ne faut pas forcément trop le cuire. Si vous le cuisez de trop, il va s'assécher, et dans ce cas, c'est pas forcément bon. Il faut aussi prendre en compte l'âge de l'animal, puisque par exemple, si vous prenez un morceau comme celui-là, un bœuf mode, la cuisson sera beaucoup suivant l'âge de l'animal. Ici, on est sur une bête de 2 ans et demi. La cuisson sera vraiment plus courte que sur une bête âgée de 8 ans. Ça ne se voit pas qu'elle a 2 ans et demi. Là. Oui, Voilà. mais c'est pour ça. Alors, Renseignez-vous avec votre boucher, puisque... L'important, c'est d'acheter dans des boucheries, parce que forcément, si vous achetez au supermarché, on ne sait jamais quel âge a l'animal. Hein. Voilà. Il faut lui demander tout simplement. Oui. Par exemple. Alicia, merci. Et Welcome. go to the show. À plus dans le bus. René-Anne, merci pour ta participation Merci, saignante. Cette rubrique. Et Alexandre, merci. On va peut-être juste rappeler l'endroit où vous vous situez, à Saint-Miel. On se situe à Saint-Miel, en Meuse. Vous pouvez trouver les informations sur notre site internet qui est www.paulmar.com. Vous pouvez venir à la boucherie. Oui, sur le site internet, il y a tout, vraiment tout. Merci à vous. Ce grand rendez-vous se termine. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures.